Bienvenue. Aujourd'hui, on va jeter un œil sous le capot de Python pour décortiquer un mécanisme aussi élégant que crucial, sa gestion de la mémoire. Allez, on commence par un truc qui a l'air super simple. X égale 10. On pourrait se dire, c'est juste une variable. Mais en réalité, ce qui se cache derrière cette ligne de code, c'est tout un monde. Et la réponse, elle tient en une phrase, mais elle change tout. En Python, tout, absolument tout, est un objet. C'est ce principe de base, cette idée simple et élégante, qui explique comment Python gère aussi bien les nombres que les fonctions. Bref, la totale. C'est vraiment le point de départ. Alors voilà notre feuille de route. On va décortiquer comment la mémoire de Python fonctionne, en partant du principe clé et de la carte d'identité de chaque objet. Ensuite, on verra son système d'inventaire, on s'attaquera à un vrai casse-tête, on découvrira l'équipe de nettoyage, et à la fin, on verra pourquoi tout ça, ça compte vraiment. Allez, on y va. Chaque objet a donc sa propre carte d'identité. Mais comment Python fait-il pour savoir exactement ce que c'est et surtout où ça se trouve dans la mémoire? Pensez à la fonction ID. C'est un peu comme un code barre, un numéro de série unique qui ne change jamais et qui est collé sur chaque objet dès sa création. C'est son adresse précise en mémoire, ni plus ni moins. Et puis, il y a la fonction type. Elle, son rôle, c'est de nous dire ce que c'est. Est-ce que c'est un nombre, une chaîne de texte, une liste? Et c'est ce type qui va définir tout ce qu'on peut faire avec l'objet. C'est sa nature, en quelque sorte. Donc pour résumer, c'est ça la grosse différence. ID, c'est l'adresse, l'endroit unique où se trouve l'objet, et type, c'est ce que c'est, sa catégorie. On peut avoir deux objets qui se ressemblent, par exemple deux listes vides, mais n'auront jamais la même adresse. Bon, maintenant qu'on a bien identifié nos objets, comment Python sait lesquels il doit garder et lesquels il peut jeter pour faire de la place? Eh bien, sa méthode principale, c'est le comptage de référence. C'est assez simple en fait. Imaginez un petit compteur sur chaque objet. Quand l'objet est créé, le compteur est à 1. Une autre variable pointe dessus, hop, on passe à 2. Une variable disparaît, on redescend à 1. C'est un suivi constant en temps réel. Et le moment clé, c'est quand ce compteur tombe à 0. 0, là c'est le signal. Python sait que plus personne n'a besoin de cet objet et il peut le supprimer de la mémoire. Et ça, c'est instantané. C'est super efficace, la plupart du temps. Mais, parce qu'il y a un mais, ce système si simple a un énorme angle mort, un vrai problème, un casse-tête même. Imaginez deux objets, A et B. A pointe vers B et B, B pointe vers A. Et c'est tout. Plus rien d'autre dans le programme ne s'intéresse à eux. Ils sont un peu comme deux naufragés sur une île déserte qui se tiennent la main. Et c'est là qu'est le piège. Le compteur de A ne tombera jamais à 0, parce que B pointe dessus, et celui de B non plus, à cause de A. Leur compteur restera bloqué à 1 pour toujours. C'est ça, une référence circulaire. Et le simple comptage, lui, il ne peut rien faire contre ça. Ces objets deviennent des fantômes qui hantent la mémoire. Alors, pour régler ce problème, Python a une arme secrète, une sorte d'équipe de nettoyage spécialisée, avec quelques astuces bien à elle. Voici le fameux ramasse-miettes ou garbage collector. C'est lui le héros de l'histoire. C'est un mécanisme qui se lance de temps en temps et son job, c'est de traquer ces groupes d'objets isolés, ces fameux cycles, pour enfin libérer la mémoire qu'ils squattent. Et ce qui est vraiment malin, c'est qu'il ne cherche pas au hasard. Non, il est intelligent. Il classe les objets en générations. Il a passé le plus clair de son temps sur la génération 0, là où vivent tous les nouveaux objets. Pourquoi? Parce que statistiquement, c'est là qu'il y a le plus de déchets. Si un objet survit à ça, il est promu en génération 1, puis 2, et il sera vérifié beaucoup moins souvent. C'est super optimisé pour ne pas ralentir le programme. Il y a une autre optimisation qui est géniale. C'est la mise en commun d'objets. Pour des choses très courantes, comme les petits nombres, Python est économe. Au lieu de créer un nouvel objet 5 à chaque fois, il les réutilise le même. C'est pour ça que si on fait A égale 5 et B égale 5, A et B sont en fait le même objet. Par contre, pour un nombre plus grand comme 500, là il va créer deux objets séparés. C'est tout bête, mais ça économise pas mal de mémoire. Ok, tout ça c'est bien beau, la théorie c'est une chose, mais concrètement, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, voyons un exemple concret qui montre l'impact que ça peut avoir. Prenez une boîte d'analyse financière. Ils brassent des téraoctets de données et ils avaient un gros problème. Des erreurs de mémoire en permanence. Leur programme plantait, c'était lent, bref, un cauchemar. Et leur solution? Justement, comprendre ce qu'on vient de voir. Ils ont plongé dans leur code, ils ont traqué ces fameuses références circulaires qui n'avaient rien à faire là. Et en restructurant leur code, en pensant au cycle de vie des objets, le résultat a été spectaculaire. Ils ont réduit leur consommation mémoire de près de 40%. Et en prime, un gain de vitesse de 20%. Donc, si on résume, le truc à retenir, c'est que tout est objet en Python, chacun avec son ID.
La mémoire est gérée en direct par le comptage de références et le ramasse-miettes vient faire le ménage des cas plus compliqués. Et surtout, comprendre ça, ce n'est pas juste pour la culture générale. C'est ce qui permet de créer des applications vraiment plus performantes. Et ça nous amène à la question finale. Dans son propre code, où est-ce que ces cycles pourraient bien se cacher? Parce qu'au final, être conscient de ces mécanismes, ça change tout. On n'écrit plus juste du code, on commence vraiment à comprendre comment il vit en mémoire.